Bonjour et bienvenue dans la matinale qui vous réveille chaque week-end à partir de 10h, c'est Fit Tips. Alors comme vous le savez, chaque week-end bien sûr on vous réveille, mais durant ce mois d'octobre, nous allons essentiellement dédier cela à la lutte contre le cancer du sein et bien sûr le cancer de l'utérus. C'est l'Octobre Rose, raison pour laquelle nous continuons à recevoir des invités qui vont venir bien sûr afin de sensibiliser. Alors aujourd'hui, nous avons Madame Diop Koumba qui est membre de l'association Femmes-Enfants contre le cancer. Bonjour Madame Diop. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venue. À côté d'elle, nous avons Dr Massamba Diène qui est cancérologue, radiothérapeute à l'hôpital d'Al Adjane. Bonjour docteur. Bonjour Naitening, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour avec toutes les personnes à qui je partage ce plateau. Merci. Alors, ils sont toujours là à mes côtés, Awa Traoré, Miss Réseaux sociaux. Bonjour Awa, toujours prête. Bonjour Tening et merci à toi aussi de me servir un tout beau sourire chaque matin en disant Miss Réseaux sociaux. Vous l'avez compris, je suis Miss Réseaux sociaux, je suis votre voix et je collecte vos inquiétudes, vos questions et puis vous serez très bien servis quand même avec de très bonnes réponses. Alors préparez-vous. Merci Awa. Alors, lui aussi, il est toujours là. Oui. Al-Amin Diop. Oui. Bonjour Al-Amin. Il sera toujours là. Ah oui, ça toujours là. Ça, c'est une pique, hein? Bonjour Tening, bonjour Awa, bonjour Madame Diop et Docteur Massamba. Donc, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. J'espère qu'on va parler encore de santé et continuer à sensibiliser surtout cette période du mois d'octobre, Octobre Rose. C'est essentiel effectivement. Alors, comme Awa aussi vous l'a dit, n'hésitez pas bien sûr à nous poser vos questions à travers le hashtag FitTips sur nos différentes plateformes, excusez-moi, Instagram, YouTube, Facebook. Donc bien sûr, Awa sera là pour relayer ces questions-là à nos experts. Alors je vais commencer avec Dr Massamba. Docteur, quand vous entendez cancer, cette pathologie ou bien cette maladie-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au cancer? Avant tout d'abord, merci de cette invitation parce que c'est avec un plaisir que nous acceptons cette invitation parce que ça entre dans le cadre de l'Octobre Rose. Quand on parle d'Octobre Rose, c'est le mois dédié à la sensibilisation contre les cancers féminins et plus précisément le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Oui. Donc votre question est très pertinente car beaucoup de gens dans la population ne savent pas c'est quoi exactement le cancer. Souvent le cancer est même corrélé à la mort. Ce n'est même pas corrélé à une maladie, mais plutôt à la mort. Ce qui n'est pas du tout correct parce que le cancer, c'est une maladie. Donc, il faut savoir que c'est une maladie. Comme la plupart des maladies, hein, c'est une maladie qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut prévenir, qu'on peut traiter. Mais aussi, c'est une maladie qui peut tuer, comme d'autres maladies. Donc, le cancer, ce n'est rien d'autre qu'une multiplication de cellules. C'est-à-dire, c'est une cellule qui échappe au contrôle de l'organisme. Et cette cellule se développe de manière anarchique, incontrôlée. Et à la longue, ça donne une masse. C'est ce qu'on appelle boule en langage courant. Ça donne une masse, mais aussi, en fait, c'est quand ça se développe dans les organes. Ce cancer peut se développer aussi dans le sang. Et dans ce cas-là, ça ne donne pas une masse, ça donne des cellules tumorales qui vont circuler dans le sang. Et ce sont des cellules anormales. Donc, ce sont des cellules anormales parce que le corps humain est préparé pour se diviser. Et quand il y a une division cellulaire, il y a des cellules qui vont mourir. Mais par contre, pour le cancer, il y a une cellule qui se divise, donne des enfants. Ces enfants aussi donnent des enfants. Donc, la cellule a des arrière-petits-fils, sans que la cellule disparaisse. Donc, sans mort cellulaire. Et ça, à la longue, ça détruit l'organe où elle se trouve, la cellule. Donc, la cellule va détruire l'organe où elle se trouve, ou bien le cancer va détruire l'organe où il se trouve. Mais aussi, il va aller coloniser d'autres organes et détruire ces organes. Donc, à la longue, ça crée une maladie et ça crée la mort. Donc, en résumé, c'est ça le cancer. D'accord. Docteur, juste parce que c'est une question qui revient souvent, y a-t-il une différence entre tumeur et cancer ou bien c'est la même chose? Oui, il y a une différence entre tumeur et cancer. Les cancers font partie des tumeurs. D'accord. Il y a deux types de tumeurs. On a ce que l'on appelle les tumeurs bénignes, c'est-à-dire c'est une boule, ça ressemble à un cancer, mais en réalité, ce n'est pas un cancer. C'est ce qu'on appelle une tumeur bénigne car ce n'est pas mortel. Ce n'est pas mortel et cette tumeur n'a pas la capacité à aller coloniser d'autres organes. Donc, c'est ça qu'on appelle tumeur bénigne. Les cancers sont des tumeurs malignes. Donc,
il y a bel et bien une corrélation entre tumeur et cancer. Donc les cancers sont des tumeurs, mais plus précisément des tumeurs malignes. Ok, d'accord. Avant d'en venir à Awa, Madame Diop, il a parlé en fait, lorsqu'on entend souvent parler de cancer, c'est synonyme de mort. Vous, en tant qu'ONG, certainement vous recevez des malades du cancer. Comment cela se passe avec les malades? Il a raison, il a raison. Le plus souvent, les gens ont peur du mot parce que le cancer, comme dirait un de nos médecins, est une maladie qui a été très mal vendue. Et il vient de le dire, on en guérit. Oui. On en guérit. Et c'est normal que ça fasse peur parce que la population... Comme Dr Massamba vient de le dire, il a parlé en fait, lorsqu'on entend cancer, c'est synonyme de mort. Alors vous qui êtes une ONG et qui certainement vous travaillez avec les malades, comment en fait vous parvenez en fait à concevoir cela? En fait, le docteur, il a parfaitement raison parce que de plus en plus, les femmes, elles viennent vers nous, mais on constate auprès des populations que le mot cancer fait encore peur. Oui. Et je pense que c'est normal parce que c'est une maladie qu'ils ne connaissent pas et l'être humain a toujours peur de l'inconnu. Oui. Donc, le cancer, c'est une maladie comme toute autre maladie. Et comme dirait un de nos médecins, c'est une maladie qui a été très mal vendue parce que, d'accord, le cancer, il tue, mais le paludisme tue aussi. Oui. La hausse de tension artérielle tue, les maladies cardiopathiques sont là, le diabète, ça tue aussi. Donc, je pense que c'est une maladie qui a été très mal vendue et les gens ne connaissent pas forcément. Et quand, généralement, les femmes, elles viennent vers nous, elles sont abattues, elles sont à bout, elles ont peur, en fait. Elles ont vraiment peur parce que... déjà, au moment de l'annonce, peut-être que ce n'est pas forcément, on leur a pas forcément bien annoncé la maladie. Donc, la première chose à laquelle elles vont penser, c'est qu'elles sont condamnées. Oui. Voilà. Donc, elles ont peur et je pense que cette peur, elle est justifiée. Voilà. Oui, et effectivement, vous avez raison. L'annonce aussi à une personne qu'elle est malade, quelle que soit même la maladie, et d'autant plus même s'il s'agit du cancer, c'est quand même important, il faut le prendre très au sérieux. Awa? Très bien. Alors, le cancer, une maladie qui fait peur. Dès qu'on entend cancer, on a peur, on pense tout de suite à la mort et tout. Alors, docteur, cette question, elle est pour vous. Dès qu'on parle de cancer, est-ce qu'on peut toujours généraliser le cancer, ça tue? Alors, j'ai appris récemment que le cancer du sein a différents types de cancers. Et comment on peut les classer? Est-ce qu'il y a des cancers moins néfastes que d'autres? Exactement, pour le cancer, il y a plusieurs types de cancers. Déjà, je peux juste préciser que l'ensemble des organes de notre corps peut avoir un cancer. On peut l'avoir partout. Il y a différents types de cancers qui existent chez l'être humain. De la tête aux pieds, on peut avoir des cancers, n'importe quel organe. Donc, étant donné, même au sein d'un organe, on a plusieurs types de cancers. Exact. Donc, l'agressivité dépend du type de cancer. On peut avoir des cancers moins agressifs, des cancers agressifs, c'est-à-dire des cancers qui sont difficiles à traiter. Et si on parle d'agressivité aussi, ce sont des cancers dont la probabilité de donner des métastases, parce que les métastases, c'est juste quand le cancer quitte l'origine et aller se greffer dans un autre organe. Donc, c'est ça qu'on appelle les métastases. D'accord. Donc, tout dépend du type de cancer. C'est pour cela, en matière de cancérologie, c'est très difficile de voir un cancérologue complet qui traite toutes les pathologies parce que ça diffère. Ainsi, les spécialités aussi. Chaque spécialité traite son cancer, mais aussi on a des cancérologues généralistes comme les chirurgiens qui opèrent que les cancers, les radiothérapeutes qui font la plupart partie du traitement de l'arsenal thérapeutique du cancer, les oncologues médicaux qu'on appelle les chimiothérapeutes entre guillemets. Donc tout ceci montre que le cancer, c'est vaste. C'est multidisciplinaire. Donc, au sein d'un organe, on peut avoir plusieurs types de cancers. Les cancers du sein, il y en a plusieurs stades. Il y en a le stade 1 jusqu'au stade 4. D'accord. Donc, en fonction du stade, donc le stade, on le détermine en fonction de la taille de la tumeur, c'est-à-dire plus la tumeur est grande, plus la tumeur est agressive, mais aussi de l'envahissement des organes, tels que les ganglions. Quand les ganglions sont envahis, ça aussi, ça montre l'agressivité de la tumeur parce que ça commence à se propager, mais aussi l'atteinte des organes, ce que j'avais dit, comme les métastases. Donc, il y a plusieurs types de cancers et le traitement diffère même au sein d'un organe atteint de cancer. Le traitement diffère en fonction des types de cancers. D'accord.
Docteur, je pense que c'est là où le bas blesse parce que c'est bien de parler aussi des premiers signaux. Parce que je pense que la plupart des femmes, par exemple, qui ont le cancer du sein, en fait, le savent tardivement. Et raison pour laquelle après, ça cause énormément de problèmes. Les premiers signaux, est-ce que vous pouvez les évoquer pour que les femmes soient très consciente aujourd'hui quand tu as des douleurs? Est-ce que c'est forcément des douleurs qu'il faut avoir pour aller voir le médecin? Est-ce que c'est une boule qu'on doit ressentir pour aller voir? On parle de autopalpation. Qu'est-ce qu'il faut réellement? Ces premiers signaux, ça consiste à quoi? Détecter les signes d'une manifestation d'un cancer, c'est important. Mais pour nous, le plus important, c'est de détecter la maladie avant même l'apparition des signes. C'est ça qu'on appelle le dépistage. Oui. Vous savez, le cancer, souvent, c'est comme on dit, c'est une tumeur maligne. Donc, le cancer est tellement intelligent que parfois, ça peut démarrer sans donner des manifestations cliniques. Donc, l'idéal pour bien lutter contre le cancer, c'est de le diagnostiquer, c'est de le détecter avant même l'apparition des signes. Par le programme de dépistage. Ça, après, on en reparlera. Maintenant, concernant les signes, ça dépend aussi du type de cancer. Si l'on prend, on est en octobre rose, donc on va parler probablement du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Pour ce qui concerne le cancer du sein, les manifestations cliniques sont vraiment nombreuses. La première, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est une boule, c'est-à-dire une masse dans le sein. C'est-à-dire la femme détecte une masse dans son sein, soit par un médecin qui le diagnostique, une sage-femme, ou bien par elle-même. Parfois même par leur mari. Parfois, je rencontre des femmes qui me disent c'est mon mari qui l'a détecté en palpant mes seins. Donc vraiment ça c'est bon et on l'encourage au mari au monsieur de vraiment palper les seins des femmes. C'est une bonne chose. Donc cette masse-là, c'est le signe le plus fréquent. Donc c'est une masse, bon en langage courant c'est ce qu'on appelle une boule, mais nous on dit une masse. Donc cette boule-là, on le détecte. Souvent c'est une boule qui est indolore. Ça n'a pas de douleur. Parce que puisque le cancer veut se manifester sans qu'on le détecte, donc c'est une maladie qui ne donne pas souvent au départ une douleur. La douleur va arriver, mais ultérieurement, quand c'est une maladie très localement avancée, en ce moment-là, les douleurs vont survenir. Et ce seront des douleurs vraiment atroces. Donc cette boule-là, en dehors de cette boule, on peut avoir parfois le sein qui n'a pas de boule, mais on voit une masse, on voit du moins une tuméfaction du sein, c'est-à-dire un œdème. Un œdème, donc le sein est gonflé, en langage courant, le sein est gonflé, ce qu'on appelle un œdème rouge, parfois chaud, on palpe le sein et c'est chaud, parfois douloureuse. D'accord. Mais quand même ces signes-là, souvent quand ça survient, c'est parce qu'il y a une masse qui est sous-jacente, une masse qui n'est pas visible. Parce que souvent, comme je l'ai dit, ça commence par une masse parce qu'un cancer, c'est une multiplication de cellules qui se regroupent. Donc, évidemment, ça va donner une masse, une boule. En dehors de ça, on peut avoir des signes qui sont en rapport avec le mamelon. C'est-à-dire, le mamelon, c'est l'organe qu'utilisent les bébés pour téter. Donc, le mamelon peut dévier à gauche ou bien à droite ou bien rétracter. Souvent, quand on regarde les seins des femmes, les seins sont symétriques. Mais ou bien il y a une asymétrie. On peut avoir une asymétrie, mais qui est légère, quoi. Mais dans l'évolution, vous voyez qu'il y a une modification, une asymétrie qui est là, visible. Donc, il faut s'alerter, savoir que ça peut être un signe en rapport avec le cancer du sein. Bon, les autres signes, on peut avoir une masse aussi au niveau de l'aisselle. C'est ce qu'on appelle une adénopathie. Ça aussi, on peut détecter le cancer à partir de là. On peut le détecter aussi, toujours le cancer du sein, par des écoulements mamelonaires. C'est-à-dire, on a du sang qui sort du mamelon ou bien un liquide qui n'est pas du tout normal. On peut avoir un liquide bien sûr clair. Parfois, chez les femmes, ça c'est normal, souvent avec le cycle menstruel. Mais on peut avoir un liquide qui est anormal, rouge, du sang ou bien du pus. Donc tout ça, ça peut être en rapport avec le cancer du sein. Donc vraiment, les signes sont nombreux. Bon, peut-être après, on aura le temps de revenir sur le cancer du col de l'utérus. Oui, et on va même en fait y rester par rapport au cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce cancer-là? Parce que certes, on parle beaucoup plus du cancer du sein, alors que actuellement, d'après les informations, c'est le cancer du col de l'utérus en fait qui fait actuellement des ravages. Tout à fait.
Malheureusement, on parle plus du cancer du sein. Bon, malheureusement et heureusement aussi en même temps, parce que c'est bon, ça intervient dans la prévention, dans la sensibilisation, parce que le cancer du sein, c'est un cancer que je peux dire mondial, quoi. Oui. On le trouve partout. Et les chiffres, l'incidence est importante, surtout en Occident. Donc, puisque c'est un cancer qui intéresse surtout les Occidentaux et même nous ici, aussi les pays en voie de développement, donc c'est hyper médiatisé par rapport au cancer du col utérin. Malheureusement, le cancer du col utérin est un cancer que l'on retrouve actuellement dans les pays en voie de développement, donc si je peux dire dans les pays pauvres, comme nos pays, surtout en Afrique subsaharienne. Donc c'est un cancer qui, je peux dire que c'est un problème de santé publique. Pourquoi c'est un problème de santé? Parce que ça intéresse tout le monde. Et c'est le cancer le plus fréquent en Afrique subsaharienne ou bien dans les pays en voie de développement. C'est le premier cancer, ce n'est pas le cancer du sein. Certes, il n'y a pas une très grosse différence de chiffres, d'incidence entre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Pour le moment, pour le cancer du col de l'utérus, on estime à plus de 2000 femmes chaque année de nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ici au Sénégal. Et pour le cancer du sein, c'est un peu moins de 2000 femmes. Et ça, c'est l'incidence. Et pour ce qui concerne aussi la prévalence, on en voit beaucoup, c'est-à-dire les nouveaux et les anciens cas. Il y a beaucoup la mortalité aussi, c'est le cancer qui tue le plus, le cancer du col utérin, suivi du cancer du sein. En fait, il faut savoir que c'est le premier cancer au Sénégal. Tout sexe confondu, comprend les hommes, les femmes, c'est le premier cancer. Du col de l'utérus. Du col de l'utérus. Donc c'est le cancer le plus fréquent au Sénégal. Et qu'est-ce qui cause le cancer du sein? Oui, la cause. Après, on va revenir sur Madame Diop aussi, parce que certainement, avec les femmes que l'association, l'ONG plutôt, va recevoir, donc il y a forcément en fait des femmes aussi qui souffrent du cancer du col de l'utérus. Mais docteur Massamba, vous avez dit en fait que ça concerne les hommes et les femmes. Donc je disais que c'est le cancer le plus fréquent parmi tous sexes confondus. Tous sexes confondus, d'accord. C'est-à-dire si on prend l'ensemble des cancers qui existent au Sénégal, c'est le cancer le plus fréquent. Mais on ne voit pas de cancer du col de l'utérus chez les femmes. Parce que chez les hommes. Ok, d'accord. C'est ça, oui, effectivement. Mais Alamine aussi ça. voulait savoir, et bien sûr, toutes les personnes qui nous regardent, qu'est-ce qui cause le cancer du col de l'utérus? Oui, le cancer du col de l'utérus, comme je l'ai dit, c'est un problème de santé publique. Et l'âge moyen au diagnostic, ça touche surtout les jeunes femmes. Ça tourne entre 35 à 45 ans, les femmes qui sont atteintes de cancer du col de l'utérus. Donc, ce qui pose un problème socio-professionnel, parce que ce sont des femmes en activité professionnelle, donc entre 35 et 45 ans, mais aussi ce sont des femmes qui ont une activité sexuelle. Donc, ça pose vraiment un véritable problème de santé publique. Et la cause, c'est une maladie sexuellement transmissible, ce qu'on appelle le HPV. Le HPV, ça s'appelle Human Papillomavirus. Donc, c'est un virus qui s'infecte lors des rapports sexuels le plus souvent. Et ce virus-là est responsable du cancer du col de l'utérus, ce qu'on appelle HPV. Ce virus, c'est lors des rapports sexuels, donc c'est une maladie sexuellement transmissible. Ce virus, presque 80% des femmes vont contracter ce virus, le HPV. Mais ce ne sont pas toutes les 80% des femmes qui auront... Ok, d'accord. Pour préciser alors. Oui. Parmi les femmes contaminées, 90% vont éliminer le virus. D'accord. C'est-à-dire par leur propre organisme, par leur propre immunité. D'accord. Et il n'y a que 10% parmi les femmes infectées où le virus va continuer à évoluer. Et ce virus, avant d'entraîner un cancer, va entraîner plusieurs étapes. Ces étapes vont durer entre 10 à 15 ans. Donc, entre 10 à 15 ans, les étapes vont se faire petit à petit. Vont se développer. Oui. Ça commence par ce qu'on appelle condylome. Par exemple, en langage courant, ce qu'on appelle les sotiates, c'est les femmes. D'accord. C'est souvent dû à ce virus-là, que l'on appelle HPV. Condylome, après, ça donne une lésion précancéreuse de bas grade, une lésion précancéreuse de haut grade, un cancer in situ, et puis un cancer. Donc, on a 10 à 15 ans où l'évolution est en train de se faire à bas bruit. Donc, pendant cette période-là, le diagnostic peut se faire. C'est ce qu'on appelle le dépistage, pour détecter soit les lésions précancéreuses ou bien un cancer qui vient de se commencer, c'est-à-dire un cancer in situ. D'accord. Donc, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qu'on peut bel et bien prévenir par le dépistage. Et ce dépistage est vraiment efficace. Mais à côté du dépistage aussi, on a la vaccination.
pour le cancer du col de l'utérus. Ok, on a une vaccination aussi. Exactement. D'accord. Et vous, Madame Diop, par rapport au cancer du col de l'utérus et bien sûr à l'ONG Action Femmes-Enfants contre le cancer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce cancer-là? Comme il vient de le dire, c'est un cancer qui est courant chez les femmes atteintes de cancer, je veux dire. Donc, c'est le premier cancer et c'est celui qui tue le plus. Après, le problème qui se pose, c'est que les femmes, généralement, dans les zones reculées, ne vont pas automatiquement se faire dépister. Donc, au tout début, il peut être traité, en fait, quand il y a les lésions précancéreuses. C'est là où le dépistage précoce, il devient important. Voilà, c'est là où il devient important. Mais malheureusement, dans les zones reculées, ces femmes n'ont pas accès véritablement à ces soins. Donc, avec l'aide de la vaccination et la sensibilisation, parce que comme j'aime à le dire, dans ce qui concerne le cancer, ce qu'on peut faire en première intention, c'est prévenir par la sensibilisation. Donc, c'est ce que nous, on fait le plus. Et il est regrettable de voir des femmes venir parfois à des stades avancés. Avancés, effectivement. C'est regrettable. Et de plus en plus, on voit que les jeunes filles contractent ce genre de cancer. Voilà. Et on se doit de le dire. Certains cancers, surtout celui-ci, le cancer du col, il est évitable de par nos comportements. Je pense qu'on y reviendra. Il est évitable de par nos comportements. J'aimerais savoir au niveau de votre association ONG Femmes-Enfants, les activités que vous menez, surtout par rapport au dépistage, par rapport aujourd'hui à la sensibilisation contre les types de cancer, que ce soit le cancer du sein ou du col de l'utérus. Comme je viens de le dire, c'est d'abord la prévention, la sensibilisation. Parce que c'est ce qu'on peut faire en première intention. Parce que je rappelle que on est là depuis 12 ans. Donc, l'association a été créée par d'anciennes malades, en fait. Donc, des personnes qui ont vécu la maladie et qui connaissent la maladie. Donc, la première chose à faire, c'est de sensibiliser et de prévenir. Ce qui fait qu'on va souvent dans les zones les plus reculées parce qu'on constate que tout est concentré à Dakar. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on fait à peu près le tour du Sénégal. On est allé jusqu'au fait fond de Kédougou pour retrouver les femmes et ainsi les sensibiliser. Mais quand on va aussi dans ces zones, il est important de rappeler qu'on forme les relais communautaires. Ce qui fait que nous, quand on part, il y a les relais communautaires qui sont formés, les Badjanougor, les ICP, ils sont formés à la sensibilisation. Donc, ils continuent ce travail que nous, on a entamé. Voilà, au-delà de la sensibilisation et de la prévention, on fait aussi nos journées diagnostiques. Donc, c'est-à-dire que quand on part généralement avec un camion mammomobile et à partir de là, on est en mesure de consulter et aussi de faire les mammographies. Et depuis quelques années, on part également avec des techniciens. On part avec des techniciens qui interviennent dans tout le circuit de la pose de diagnostic. Parce que comme le docteur vient de le dire, c'est une maladie multidisciplinaire. Plusieurs spécialités interviennent dans la maladie. Parce que là, par exemple, quand on va consulter des femmes et qu'on voit des cas suspects, après, le plus souvent, c'est la pose de diagnostic qui cause problème et qui fait que ces malades viennent tardivement à l'hôpital. Donc, ce parcours, nous, on fait en sorte de le faire sur place. D'accord. Donc, quand elles viennent, elles sont consultées. Et là, il y a la mammographie qui est faite ou les prélèvements. Et tout ce qu'il y a à faire, biopsie et tout ce qui s'ensuit est fait sur place. Et ça, on le fait avec des techniciens. On le fait avec des cancérologues qui viennent avec nous. Donc, dans un premier temps, c'est ce que nous, on fait. Et après, quand malheureusement ces cas-là sont confirmés, on engage la prise en charge. Et la prise en charge, elle est de bout en bout. Effectivement. Et parlant même de prise en charge, docteur, il y a au Sénégal quand même, on a eu même cette discussion avec M.
M. Diop, donc de la LISCA, M. Omar Diop. Radiothérapie. Donc, qui est un véritable problème au Sénégal. Aujourd'hui, la demande. On voit même Mme Diop, elle est en train d'acquiescer. La demande, elle est très forte. Est-ce que aujourd'hui, on ne doit pas multiplier le logistique pour pouvoir permettre aux malades de véritablement se soigner, parce qu'on voit quand même, il y a eu beaucoup de malades aujourd'hui qui parfois n'ont pas accès à la radiothérapie et en même temps aussi qui n'ont pas les moyens pour aller se faire soigner. Tout à fait. Tout à fait. La radiothérapie est juste une étape du traitement des cancers. Mais avant d'arriver à la radiothérapie, qui peut guérir le cancer, surtout quand on parle de cancer du col de l'utérus ici au Sénégal, c'est presque à 95%, c'est la radiothérapie qui les traite et qui les guérit ici au Sénégal. Pour le sein aussi, pour éviter les récidives, il faut que la radiothérapie intervienne. Mais avant de parler de radiothérapie, du traitement, comme elle l'a si bien dit, c'est d'abord le problème du diagnostic qui pose problème. Parce qu'un cancer, même si c'est dépisté tôt et que le diagnostic n'est pas fait tôt, le cancer va évoluer. Parce que quand on parle de diagnostic, c'est-à-dire il faudra d'abord préciser, comme je l'ai dit, le type de cancer. Et ça nécessite de l'argent. Parce qu'il faudra faire ce qu'on appelle des biopsies. C'est-à-dire prélever une partie de la maladie et l'amener au laboratoire pour voir c'est quel type de cancer. Car chaque cancer a son type de traitement. Donc rien que ça coûte de l'argent. Il faut compter aux environs de 100 000, plus de 100 000 dans les structures privées. Si c'est les structures étatiques, autour de 50 000. Les structures publiques, autour de 50 000. Après ce diagnostic-là, il faudra faire aussi de l'imagerie. De l'imagerie, c'est-à-dire du scanner, l'IRM, si c'est le sein, c'est la mammographie. Mais par contre, par exemple, si c'est le col de l'utérus, souvent les patientes qui sont atteintes de cancer du col de l'utérus, ce sont des patientes qui n'ont pas souvent les moyens. Par exemple, en Occident, on dit que c'est le cancer du niveau bas socio-économique. En Occident, parce qu'en Occident, c'est presque les Africains, les Arabes qui ont le cancer du col de l'utérus. Ils ont un niveau beaucoup plus bas sur le plan socio-économique. Donc, ces imageries-là, le scanner, l'IRM, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut compter aux environs de 400 000, voire 500 000 francs pour rien que faire le scanner et l'IRM. Et tout ça, il faudra le faire dans un délai d'un mois. Il ne faut pas dépasser un mois entre la confirmation du cancer, c'est-à-dire l'anatomopathologie, et réaliser l'ensemble du bilan d'extension, c'est-à-dire de l'imagerie. Parce que le bilan d'extension, c'est important. C'est ça qui nous permet de voir est-ce que le cancer est localisé uniquement à son origine ou bien est-ce que le cancer est ailleurs, dans un autre organe. Donc, vous voyez, toute cette panoplie d'examens peut avoisiner les 1 million. Alors que le traitement n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire la radiothérapie que vous venez de dire. Donc la radiothérapie, c'est un traitement qui utilise des rayons, c'est-à-dire des rayonnements ionisants. C'est de l'énergie qui est invisible à l'œil nu, mais cette énergie a la capacité de détruire les cellules cancéreuses. C'est-à-dire ça tue les cellules cancéreuses. Parfois on l'utilise même pour certaines tumeurs bénignes, c'est-à-dire des tumeurs qui ne sont pas des cancers, avec la radiothérapie. La radiothérapie utilise une technologie, parce que ça utilise un rayonnement. Un rayonnement, on l'a même au niveau naturel. C'est-à-dire on utilise une technologie, mais un appareil qui produit quelque chose qu'on pouvait avoir de manière naturelle. C'est comme quand vous entendez parler de la bombe atomique. C'est un rayonnement. Mais ce sont des rayonnements souvent naturels. Mais ici, on a un appareil très sophistiqué qui s'appelle un accélérateur de particules, un accélérateur linéaire. Donc, puisque c'est un appareil très sophistiqué, donc ça coûte cher. C'est pour ça que dans les pays en voie de développement, on n'en trouve pas beaucoup. Exemple, au Sénégal, actuellement, on n'a que 3 appareils de radiothérapie pour 20 millions de personnes. 3 appareils de radiothérapie, donc c'est très difficile. L'accès est très difficile. C'est le déficit de logistique dont je parlais. On n'a que 3 appareils pour 20 millions. Alors que si vous allez dans d'autres pays développés, comme je prends même en Afrique, au Maroc, chaque région ou bien chaque département a un appareil de radiothérapie. Il en compte une 50aine, voire plus même. Alors que nous, on n'en a que 3 actuellement. Bon, cependant, il y a des projets que l'État est en train de faire pour augmenter le nombre d'accélérateurs dans les hôpitaux, dans d'autres hôpitaux qu'on est en train de construire. Mais tels que l'hôpital principal ou bien le centre national d'oncologie. Parce que déjà, à l'hôpital Dantec, on pouvait laisser la radiothérapie qui était là-bas sur place. Donc, mais bon, là, actuellement, c'est compliqué. Ah oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est très compliqué. À Dantec, actuellement, l'appareil de radiothérapie ne fonctionne pas. Donc, il n'y a que Dalal Jamm
qui dispose de 2 appareils. Bon, l'un des appareils du moins est fonctionnel, l'autre est en cours de réfection, souvent ça tombe en panne. Sinon, à Dakar, il y a qu'un centre privé aussi qui se trouve à Wakam, Centre international de cancer de Dakar, qui dispose d'un appareil de radiothérapie. Donc, l'accès à la radiothérapie... Touba aussi, je pense. Oui, à Touba aussi, il dispose d'un appareil. Donc, c'est ce que j'ai dit, il n'y a que 3 fonctionnels actuellement dans le public. C'est peu. Dans le privé, il y a un seul appareil. C'est peu. Donc, l'accessibilité est très difficile pour avoir. Parce que l'appareil de radiothérapie fonctionne dans un hôpital. C'est un personnel qui le fait fonctionner. Oui. Ces personnes ne peuvent pas fonctionner 24 heures sur 24. Non. Et la demande est tellement forte. Actuellement, si je compte, peut-être on a un déficit presque d'une vingtaine d'appareils de radiothérapie actuellement au Sénégal pour résorber le gap de radiothérapie. Donc, de ce fait, l'accès est très difficile. Les patients peuvent attendre souvent 3 mois, voire 6 mois avant d'avoir l'accès à la radiothérapie, alors que le cancer n'attend pas. Non, ça n'attend pas, malheureusement. Prendre un rendez-vous même, c'est parfois compliqué pour les malades. Oui, exactement, c'est ce que je dis. Parce que la radiothérapie, en fait, c'est un traitement qui se fait en plusieurs étapes. La personne ne vient pas aujourd'hui, on fait le traitement aujourd'hui et c'est fini. Souvent, ça peut se faire jusqu'à 2 mois. Donc, par exemple, pour le cancer du col utérin, on fait d'abord une radiothérapie pendant 5 à 6 semaines. La radiothérapie externe. Ensuite, on fait un autre traitement qui s'appelle la curuthérapie. Ça permet d'augmenter la dose au niveau du col de l'utérus pour avoir une stérilisation complète. Donc, rien que ça peut aller jusqu'à 2 mois de traitement. Pour le sein, maintenant, on a réduit le délai de traitement, c'est 3 semaines. Donc, vous voyez que ça prend énormément de temps. Donc, les rendez-vous seront éloignés. Très éloignés. Donc, et c'est quoi le coût de la radiothérapie? Il y a le coût financier de cette machine assez sophistiquée. Oui, c'est une machine très sophistiquée qui coûte des milliards, donc 1,5 milliard. Voire 2 milliards pour avoir l'appareil. Ça demande qu'on fasse quand même véritablement un téléthon. Un téléthon, une cagnotte pour pouvoir, franchement... Pour pouvoir en acheter plusieurs appareils. On serait reconnaissant. Tout à fait. Alors, j'aimerais revenir à l'association de Madame Diop, une association qui accompagne les femmes qui est dans la prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein. Alors, on sait que prendre en charge des patients, c'est difficile parce que ça demande un certain budget, des ressources humaines et surtout financières. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que votre association collabore-t-elle avec des autorités sanitaires ou bien avec d'autres professionnels de la santé ou sinon aussi avec d'autres structures comme d'autres associations afin d'améliorer la prise en charge des patients? Bon, vous savez, en tant qu'ONG ou association, nous, on n'est pas des professionnels de santé, donc on ne pourrait pas travailler sans les médecins et tout. Donc, c'est à travers des partenariats que nous nouons, parfois auprès de certaines structures sanitaires, que nous parvenons à accompagner nos malades, mais aussi grâce aux dons que nous recevons. Très bien. Des donateurs. Des donateurs, des entreprises, de particuliers, de partenaires qui sont là, qui nous accompagnent depuis le début, parce que je tiens d'ailleurs à les remercier. Sans eux, on n'y serait pas arrivé, en fait. Sans eux, on ne pourrait pas faire ce que nous faisons. Parce que, faut le dire, il n'y a pas longtemps qu'on est en train de parler de radiothérapie, mais ça fait pas si longtemps qu'on a eu la gratuité pour certains cancers féminins. Ça fait pas longtemps qu'on a eu la gratuité pour la chimiothérapie. Voilà. Donc, depuis, on roule grâce à ces donateurs, grâce à nos amis médecins qui sont là, qui méritent d'être encouragés, en fait. Parce que, il vient de le dire, c'est pas évident pour eux. Ils sont tout le temps là, avec la pression, c'est pas du tout facile. Ils n'ont pas forcément les moyens qu'ils voudraient avoir dans les hôpitaux pour faire ce qu'ils doivent vraiment faire. Parce qu'ils veulent soigner, ils veulent aider les malades. Et le plus souvent, c'est eux qui nous mettent en rapport avec les malades. Parce que ce sont des soins qui coûtent excessivement cher. Et les malades, ils se plaignent en premier aux médecins qu'ils croisent. Donc, ce sont ces médecins-là qui reviennent vers nous, qui nous mettent en rapport et qui, avec nous, accompagnent ces malades. Donc, ils méritent qu'on les remercie et qu'on les encourage vraiment. Et l'accompagnement, l'État ou bien les autorités sanitaires, qu'est-ce qu'ils font concernant votre travail? Franchement, l'État a fait beaucoup d'efforts. Parce que voilà, ils font de leur mieux. Parce que vous voyez, la machine, elle coûte cher. Et avant qu'on ait ces machines-là, on a eu beaucoup plus de mal.
Je me souviens qu'à une année, il a fallu que les patients sortent dehors en face de l'hôpital, le Dantec, qu'ils soient encagoulés et tout pour crier leur ras-le-bol, pour que leur cri de cœur soit entendu. C'est dommage que les patients en arrivent là. Il y en a qui passaient la nuit à l'hôpital de Dantec. Voilà, c'était des semaines, voire c'était très des difficile. Personnes qui vivaient au fin fond du Sénégal qui venaient passer la nuit à l'hôpital de Dantec. Et imaginez-vous ça, excusez-moi, ça c'est à Dakar, mais imaginez-vous les personnes qui habitent voilà, c'est encore un problème. C'est encore pire. Et c'est grâce aux efforts de toutes les associations qu'on a eu aujourd'hui ces trois machines. C'est grâce aux efforts des associations et des médecins, parce qu'on ne peut pas travailler sans eux, encore une fois, qu'on a eu ces 3 machines. Et à l'époque, on n'en avait qu'une seule, qu'une seule qui n'était pas forcément fonctionnelle. L'accompagnement psychologique que ça demande, parce que, en fait, ces femmes, quand même, financièrement, n'ont pas assez de moyens pour se soigner. Ça, la personne qui n'a pas beaucoup de moyens pour se soigner, ça veut dire que psychologiquement, mentalement, cette personne est affectée. Aujourd'hui, quel est l'accompagnement psychologique vis-à-vis de ces femmes pour qu'elles restent fortes, avec lucidité, puissent suivre leur traitement? Et moi, j'aime bien cette question. L'accompagnement, le soutien psychosocial, c'est très, très, très important. Et c'est ça qui fait la force, en fait, de notre ONG, parce que les personnes qui l'ont fondée, encore une fois, ont vécu la maladie, donc la connaissent. Et on sait à quel point ça peut peser, en fait. Non seulement sur la personne malade, mais aussi sur les accompagnants. C'est parfois très difficile de voir une personne, de vouloir l'aider et de ne pas pouvoir l'aider parce qu'on ne sait pas comment y parvenir. Ou peut-être parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Donc, ce que nous faisons, nous, à notre niveau, c'est déjà la prise en charge financière en aidant dans les soins, mais également les soutiens à l'hôpital. C'est-à-dire que chaque mois, on choisit un jeudi, généralement le dernier jeudi de chaque mois, et on va dans un centre, dans un hôpital, et on rencontre les malades. Et quand elles viennent, généralement, elles sont froissées, elles ont l'air tristes, elles sont abattues. Mais quand elles viennent, là, on fait un partage d'expérience. Les anciennes malades ou les malades qui sont dans notre organisation, qui sont en rémission, partagent leur expérience, leur vécu avec eux. Et c'est toujours un plaisir de les revoir sortir avec le sourire et parfois même maquillés, parce que c'est une thérapie qu'on leur fait. On amène des maquilleuses, des masseuses, parfois des coachs de vie pour leur bien-être, et on les accompagne sur l'aspect nutritionnel, en fait. Et on partage tout ça, parce que parfois les médecins, ils le veulent, mais ils n'ont pas forcément le temps. Parce qu'il y a toujours un rush dans les hôpitaux. Donc c'est là où nous, on vient principalement en appui. Donc on échange les expériences, on les encourage, on leur fait comprendre que elles ont des chances de survie si elles suivent bien leur traitement. Et généralement, elles viennent accompagner. C'est-à-dire, on ne se limite pas seulement aux malades, mais aux accompagnants. Après, ils comprennent mieux la maladie, ils savent ce qui les attend et ils savent comment mieux vivre la maladie. Et c'est toujours un plaisir de les revoir sortir avec le sourire et tout. J'imagine. Docteur, même vous, en tant que professionnel... Si tu me permets, juste en fait, juste par la suite, Awa, elle va poser ses questions par rapport, bien sûr, aux internautes. Et bien sûr, tu peux y aller par rapport à ta question. Effectivement. Oui, je disais, docteur, en tant que professionnel même de la santé, vous vous êtes en contact permanent avec les malades. Aujourd'hui, en tant que personne aussi, ça vous affecte certainement. Le fait de voir ces malades, ces dames qui ont le cancer, les annoncer cette maladie, c'est parfois difficile. Oui, exactement, ça nous affecte énormément parce que l'annonce c'est la première étape après avoir fait les diagnostics. L'annonce est la première étape. En fait, l'annonce même, on l'anticipe avant même de poser les diagnostics de certitude. Avant même de poser le diagnostic de certitude pour avoir la confirmation que c'est un cancer, on anticipe même l'annonce en essayant de calmer la femme ou bien le patient en disant il y a surtout des chances de guérison. Parce que souvent, ce qui stresse surtout les patients, c'est peut-être ils n'ont pas d'espoir. Ils pensent qu'il n'y a pas de chance de guérison. Mais nous, en tant que professionnels de santé, la première étape à faire, c'est d'abord rassurer le patient ou la patiente. Donc, les rassurer, leur dire qu'il y a un traitement et leur expliquer tout le traitement disponible. Leur expliquer tout le traitement disponible, comment
le plan de traitement, d'abord, leur expliquer qu'il y a un plan de traitement, il y a un plan à suivre. En ce moment-là, la personne sera rassurée. Maintenant, quand on aura le diagnostic de certitude, ça aussi, c'est une autre étape de l'annonce, où il faudra, de manière vraiment scientifique, parce que c'est de la science, on l'apprend comment faire l'annonce. Donc, tous les médecins font une formation sur l'annonce. Donc, tous les cancérologues, même les autres médecins qui ne sont pas des cancérologues. Donc, on leur fait l'annonce, c'est étape par étape, d'abord, en fonction de la capacité à contenir l'information. C'est-à-dire, d'habitude, on ne donne pas l'information d'un seul coup. On le donne par étapes, en fonction de sa capacité à tenir l'information et de la capacité d'analyse de la patiente. Souvent, on est devant des femmes qui sont analphabètes. Souvent, elles te disent, ah, moi, je préfère que tu appelles mon mari, ou bien je préfère que tu appelles ma mère, ou mon père, ou ma sœur, pour leur parler. Mais ça, si on a l'autorisation du patient, on va parler avec les autres membres de la famille. Parce que la prise en charge, j'ai bien aimé votre question sur le plan psychologique. Parce que le cancer, surtout le cancer du col de l'utérus, a un poids psychologique important. Parce que les manifestations cliniques, rien que les manifestations cliniques, ce sont des saignements, des odeurs, des pertes. C'est-à-dire de l'hydrolait, il y a de l'eau qui sort, du pus qui sort. Au niveau de l'organe féminin. Oui, au niveau de l'organe féminin. Docteur, Donc, je sur vous le plan psychologique, excusez-moi de vous couper, c'est-à-dire, ma question même, j'avais même peur de poser concrètement la question. La question, c'était pour vous deux, en fait. C'était parce que on voit des malades qui sont abandonnés par le mari après avoir détecté ce cancer. C'est ça, je voulais même venir sur ça. C'est malheureux. Oui, puisque le poids psychologique est important, les manifestations cliniques. Donc souvent, on voit souvent des maris qui abandonnent leurs femmes, surtout pour le cancer du col de l'utérus, parce que c'est l'appareil génital. Ça dénature, parfois ça entraîne un déséquilibre total dans une famille, parce que surtout ici dans notre contexte, on a des familles polygames. Donc souvent, les autres femmes veulent partir, les autres femmes qui sont pas malades veulent partir, ou bien le mari l'abandonne parce qu'ils disent que c'est une maladie qui se trouve sur l'appareil sexuel, donc c'est une maladie contagieuse. Alors que si le cancer est déjà présent, ce n'est plus une maladie contagieuse. Le cancer n'est pas une maladie contagieuse. Ce qui donne le cancer peut être contagieuse, mais pas le cancer en tant que tel. Donc, de ce fait, on voit des couples qui sont complètement déséquilibrés, des familles qui sont complètement déséquilibrées, mais aussi sur le plan sexuel. On voit à partir du cancer des maris qui abandonnent complètement, même s'il n'y a pas de rupture, de divorce, mais il n'y a plus d'activité sexuelle. Il n'y a plus d'acte sexuel entre le mari et la femme. Il n'y a plus de relation. Et ça, vraiment, sur le plan psychologique, ça nécessite une prise en charge par des spécialistes. Avoir aussi l'accompagnement chez les hommes pour que les hommes ça, aussi certainement, puissent Madame Diop comprendre que si sa répondre. femme est malade, elle peut continuer à vivre, à gérer son foyer. Ça c'est tout à fait normal. Oui. Tout à fait, parce que nous, de la même manière, on voit des hommes qui abandonnent leurs épouses au cours de leur traitement parce qu'ils ne comprennent pas forcément. De cette même manière, on voit des hommes vraiment très bien qui soutiennent leurs femmes. Donc la sensibilisation, elle ne se limite pas seulement aux femmes, mais ça va au-delà. Le soutien psychologique, c'est aussi les accompagnements, c'est la famille, c'est les enfants, c'est l'époux, c'est la belle famille, c'est la famille large. D'accord. Tout à fait. Voilà. C'est ça, c'est de ça dont ils ont besoin en fait. Parce que je pense que ce comportement, c'est parce que, encore une fois, ils ne connaissent pas. L'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. C'est pas forcément de la méchanceté. Parce que, il l'a dit, une femme qui était bien portante et d'un seul coup, on lui annonce quelque chose qui touche à sa féminité. On lui annonce que là, elle est malade, d'un coup, elle commence à saigner. Et avant, elle ne perdait pas elle faisait pas de grosses pertes. Maintenant, elle fait des pertes malodorantes. Et tout ça, c'est pas forcément agréable. Donc, il faut cet accompagnement psychologique. Pour véritablement qu'elle ait un soutien de sa famille. Le soutien familial, c'est très, très important. Effectivement, oui. C'est très important. Et je pense que déjà, on le sait dans la société sénégalaise, une personne malade, on ne l'abandonne pas, quelle que soit sa maladie. Alors, on imagine un peu quand c'est quelque chose qui touche à la féminité de la femme. Quand on vous dit que vous avez quelque chose au sein ou que votre col est malade, et beaucoup de femmes, elles sont analphabètes, elles sont illettrées, elles ne savent pas forcément ce que c'est qu'un col. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un col malade. Leurs époux, ils ne savent pas aussi ce que
ce que ça représente en fait. Du moment qu'ils savent que ça touche à l'appareil génital de la femme, ils pensent que c'est forcément contagieux. Oui. Alors que le cancer, il n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux du tout. Ok. Alors, Awa, certainement, tu as reçu beaucoup de questions de la part des internautes. Alors, je te laisse avec nos deux invités. Merci. Alors, aujourd'hui, on a 3 questions de nos internautes, 3 jeunes femmes qui demandent des conseils, bien sûr, qui aussi posent des questions pour en avoir le cœur net. Alors, la première question, elle parle de quels conseils vous donnerez pour quels sont les changements de mode de vie qui sont conseillés pendant et après le traitement pour améliorer la qualité de vie et potentiellement réduire le risque de récidive. Cette question, je crois que c'est pour le docteur. Je peux aller sur l'autre question ou bien on attend? D'accord. Il y a une autre qui demande s'il existe des groupes de soutien ou des ressources fiables que vous recommandez pour m'aider à gérer l'impact émotionnel et social de la maladie. Ça, je pense que ça c'est pour Madame Diop. D'accord. Et l'autre, elle demande est-ce qu'être activement sexuel, même protégé, est-ce que ça favorise le cancer du col de l'utérus? Alors, on va commencer avec docteur Massamba. Donc, on remercie les internautes de ces questions. Vraiment, ce sont des questions pertinentes. Concernant le mode de vie, oui, le mode de vie va changer. Parce que si on est atteint d'un cancer, c'est parce que parfois le cancer, comme on le dit, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs. Et parmi ces facteurs, il y a le mode de vie qui occupe une place très importante. Surtout si on commence par le cancer du sein. Les principaux facteurs de risque, en dehors de l'hyperostrogénémie, c'est-à-dire l'hyperostrogène, c'est le taux d'ostrogène qui est important chez la femme. Ça, c'est indépendant de la femme. Mais tout le reste dépend de la femme, c'est le mode de vie. En dehors aussi de l'aspect génétique. Parfois, le cancer du sein, ça se transmet de manière génétique par des gènes qui sont anormaux. Et ça favorise le survenu du cancer du sein. Mais en dehors de ça, tout le reste, l'ensemble des facteurs, c'est le mode de vie. En commençant d'abord par l'alimentation. L'alimentation, exact. Donc l'alimentation, c'est très important. Il faut changer le mode alimentaire. Bien sûr. Donc en parlant d'alimentation, il faut favoriser les fruits et les légumes et le poisson. Éviter la viande grasse. Parce que le gras, ça favorise vraiment l'ensemble des maladies non transmissibles. Pas seulement le cancer, mais le diabète, les maladies cardiovasculaires. Mais aussi, il y a l'activité physique qui occupe une place très importante dans la prévention, mais aussi même chez les personnes qui sont atteintes de cancer, l'activité physique. Parce qu'une activité physique régulière permet d'éviter presque de 30% la survenue de cancer. Donc quand on parle d'activité physique, on ne parle pas de sport. On peut faire de l'activité physique sans faire du sport. Parce que le sport, c'est des trucs qui sont bien codifiés. C'est comme le football, le basket. Mais faire la marche, c'est une activité physique. Bien sûr. Aller courir, on n'est pas athlète, mais c'est une activité physique. Même la marche rapide. Même la marche rapide, faire des travaux domestiques, c'est une activité physique. Monter des escaliers, descendre, c'est une activité physique. Car cette activité physique, c'est obligatoire donc dans le changement de mode de vie pour pouvoir éviter vraiment le cancer. Le reste, c'est toujours l'alimentation, c'est toujours, je peux dire, l'alimentation. Par exemple, l'alcool. L'alcoolisme favorise la survenue de certains cancers, tels que le cancer du sein. Mais aussi, il y a le tabagisme. La cigarette, ça favorise la survenue de cancer car ça affaiblit l'organisme pour lutter contre le cancer. Je précise que chaque jour, il y a un changement qui se passe dans notre organisme. Les cellules se renouvellent. Les cellules, en se renouvelant, lors de leur renouvellement, ils peuvent faire des erreurs de copie, c'est-à-dire des erreurs de renouvellement qui peuvent donner un cancer. Mais heureusement, notre organisme est capable d'éliminer chaque jour ces potentielles cellules qui peuvent devenir des cancers. Mais quand on fume avec le tabac, ça affaiblit notre organisme, nos gènes, de telle sorte que quand il y a une cellule qui va devenir une cellule cancéreuse, la cellule va devenir cancéreuse facilement. Mais aussi, il y a, dans le tabac, il y a beaucoup de nutriments, c'est-à-dire il y a beaucoup l'association, ils associent des produits toxiques qui se trouvent dans le tabac, qui font de telle sorte qu'ils vont même pousser les cellules à devenir des cellules cancéreuses. Quand même. Donc, vous voyez que le mode de vie occupe une place importante. Il y a aussi le poids, l'obésité. Mais l'obésité, souvent, ça passe dans la majeure partie des cas sur l'alimentation, en dehors des obésités génétiques. Donc, si on diminue aussi le poids, ça peut vraiment lutter contre la survenue des cancers. Et même quand on a un cancer, ça peut favoriser la guérison. Éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Trop salé. Trop gras, trop sucré, trop salé, ça favorise la prise de poids. L'autre question, je pense que c'est sur l'activité
l'activité sexuelle. C'était la question, est-ce qu'on peut être protégé, la protection, même oui. protégé, mais être activement sexuel, sexuel. est-ce que ça favorise le cancer du col de Oui. l'utérus? Parmi les cancers du col de l'utérus, j'ai dit que la cause, c'est le HPV, l'human papillomavirus. Mais on a des cofacteurs, c'est-à-dire des situations qui permettent d'être infectés par le virus, mais aussi qui permettent au virus de se multiplier. Okay. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, 80% des femmes vont avoir le HPV, vont être infectées par le virus, mais heureusement, 90% de ces femmes infectées vont éliminer le virus. D'accord. Mais l'activité sexuelle peut favoriser la survenue du cancer du col de l'utérus. Comment? Parce que quand on fait l'activité sexuelle précocement, c'est-à-dire l'activité sexuelle avant l'âge de 18 ans, ça fragilise le col de l'utérus. D'accord. Le col de l'utérus est fragile, mais aussi c'est une jeune dame qui est en cours de maturité, qui n'a pas encore atteint l'âge maximal pour grandir, qui est de 21 ans. Donc cette femme, son col se transforme chaque fois. Et il y a des micro-traumatismes qui se font lors des changements. Et ça favorise facilement l'infection à HPV lors des activités sexuelles précoces avant 18 ans. Mais aussi la multipartenariat, quand on a plusieurs partenaires sexuels. Parce que plus on a des partenaires sexuels, plus on a un risque de contracter le HPV. C'est comme le VIH. Mais aussi, le nombre de partenaires sexuels augmente le traumatisme au niveau du col de l'utérus, ce qui peut favoriser aussi la survenue du HPV ou bien la persistance de l'infection à HPV. Maintenant, les préservatifs, quand on les utilise, ça peut protéger contre l'infection, mais pas à 100% contre l'infection HPV. Par exemple, pour le VIH, la protection est vraiment importante, mais pour le HPV, c'est l'inverse. Parce que pour le HPV, rien que la peau qui entoure l'appareil génital masculin ou féminin peut avoir le virus. Donc, rien que lors des préliminaires, avant même une pénétration, on peut avoir le virus. Ok. Alors, la question pour Madame Diop, si je peux juste revenir. Celle-là, elle demande, existe-t-il des groupes de soutien ou des ressources fiables, comme associations ou sites internet, que vous recommandez pour m'aider à gérer l'impact émotionnel et social de la maladie? Celle-là, je crois qu'elle est en difficulté. Oui, je pense. Déjà, nous, on le fait. On n'est pas que, c'est pas juste des soutiens qu'on fait dans les hôpitaux, mais on a créé aussi des groupes WhatsApp où se rencontrent, où se retrouvent les femmes qui vivent avec la maladie ou qui sont en cours de rémission. Donc, oui, en se rapprochant de nous, on est présent sur les réseaux sociaux. On a nos numéros de téléphone qui sont là. Et en se rapprochant de nous, on peut leur donner cet accompagnement dont ces femmes-là ont besoin. Parce qu'encore une fois, c'est très important. Oui, surtout. C'est très, très important. Bien sûr. Et pour les malades et pour les accompagnements. Les accompagnants, parce que parfois, ça peut être un véritable choc pour eux. Oui. Un véritable choc émotionnel. Exact. Oui. Et pour revenir même en fait sur l'ONG, quelles sont vos activités actuellement durant le mois d'octobre? Est-ce que vous avez prévu tout un programme par rapport au mois d'octobre? Bon, oui, déjà hier, on a procédé au lancement de nos activités au Novotel. Et là, le 5, on a la 8e édition de notre marche. Ça fait 8 ans maintenant qu'on fait cette marche. C'est une marche de sensibilisation qu'on appelle Doropiette et Cancer OM. Donc, on fait un circuit sur 5 km et on en profite pour sensibiliser et communiquer avec les populations. Donc, le 10 et le 11, nous serons à Sangalkam pour justement nos journées diagnostiques. Et le 16, on va faire notre traditionnel Ndoket Rose. C'est justement ces journées de soutien qu'on fait, mais en plus grand. Voilà, donc on va aller dans les hôpitaux et chaque année, on distribue entre 500 et 1000 petits déjeuners. On passe la journée avec les malades, on discute avec les malades et c'est souvent l'occasion de rencontrer de nouveaux cas qu'on reprend et qu'on essaie d'aider. Le 25 et le 26, nous serons à Khombol aussi pour nos journées diagnostiques. Et tout au long du mois, ce seront des conférences qu'on fait dans les entreprises, dans les écoles et voilà.
Ok, d'accord. Déjà, moi, j'aime bien le concept Ndoket Rose. Ndoket Rose, oui. J'aime bien vraiment. On le fera à l'hôpital Idrissa Pouye cette année. Ok, d'accord. En tout cas, c'est magnifique. Oui, c'est pas loin. C'est quelque chose quand même de noble ce que vous êtes en train de faire. Alors, docteur Massamba, quels vont être vos derniers mots pour toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder, surtout par rapport à ce mois d'Octobre Rose? Donc, je dirais que le mois d'Octobre Rose, c'est un mois dédié à la sensibilisation contre les cancers, surtout les cancers féminins. Donc, c'est un mois où toutes les personnes sont appelées, surtout les femmes, donc, mais aussi les hommes doivent participer activement en conseillant leurs femmes, leurs sœurs d'aller se faire dépister. Donc, la sensibilisation passe d'abord par vous, les médias. On vous remercie vraiment parce que rien que cette invitation pour nous permettre de parler sur le cancer, ça fait partie des étapes de la sensibilisation. Mais aussi, nous remercions beaucoup les associations parce que sans les associations, peut-être on ne va pas parler d'Octobre Rose parce que si on parle d'Octobre Rose, c'est à cause des associations, c'est pas à cause du personnel médical. Nous, on est dans nos hôpitaux ou bien dans nos coins, mais ce sont les associations qui sortent partout et font le plaidoyer, surtout auprès des autorités. Et dans ce sens, nous appelons aussi aux autorités d'aider la population parce que le cancer est là. Personne n'est à l'abri d'un cancer. Qu'on soit une autorité, qu'on soit membre de l'État, qu'on soit pauvre ou riche, personne n'est à l'abri d'un cancer. Personne ne peut dire, moi, je n'aurai pas le cancer. Pour les maladies infectieuses, on peut se prévenir de ces maladies. On peut dire que moi, je n'aurai jamais le VIH parce que je ne ferai jamais d'activité sexuelle. Mais par contre, le cancer, il n'y a aucun moyen de prévention efficace pour dire que moi, je n'aurai jamais de cancer. Mais par contre, on peut le prévenir. On peut le prévenir en faisant des moyens de prévention adéquats, des moyens de prévention efficaces. Donc, si l'État peut nous aider à vraiment renforcer le plateau technique aussi des hôpitaux, comme ce qu'on dit sur la radiothérapie, donc augmenter le nombre de centres qui disposent de radiothérapie, ça fera de telle sorte que les malades qui sont atteints de cancer pourront avoir un traitement efficace. Donc, le cancer du sein, c'est la mammographie. Il faut que toutes les femmes, à partir de 40 ans, aillent faire la mammographie. Donc, mammographie tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 74 ans, voire 75 ans. Ça permettra de détecter précocement le cancer du sein et de traiter ça et d'avoir une guérison complète. Pour le cancer du col de l'utérus, je dirais que c'est la vaccination. Donc, toutes les jeunes filles du Sénégal peuvent aller se faire vacciner de manière gratuite. Il n'y a pas de paiement, ça fait partie du programme élargi de vaccination. Donc, toutes les filles âgées de 9 jusqu'à 14 ans, c'est gratuit dans les centres de santé, les postes de santé, les hôpitaux qui font des vaccinations. Ça s'appelle le vaccin contre le HPV. Donc, c'est gratuit. Ça protège contre le cancer du col de l'utérus. Les pays qui ont démarré cette vaccination il y a 30 ans, ce sont des pays qui n'ont plus de cancer du col de l'utérus, qui l'ont éradiqué. Si je prends l'exemple de l'Australie, l'exemple des pays juifs. Ils l'ont commencé depuis très longtemps, il y a 30 ans de cela. En France aussi, maintenant, on voit presque plus de cancer du col de l'utérus à cause de la vaccination. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le frottis. Le vaccin seul ne suffit pas. Il faut le frottis, ce qu'on appelle un dépistage, le frottis cervico-utérin. Donc, toutes les femmes peuvent aller au niveau des hôpitaux ou bien à l'Institut Pasteur ou bien Bio24, les laboratoires privés ou bien publics pour faire le frottis. C'est tous les 2 ans. Ou bien voire même tous les 3 ans si on a des frottis qui sont normaux. Avec ça, on peut vraiment vaincre le cancer partout au Sénégal. Oui, c'est très important. Je rappelle que vous êtes Dr Massamba Diène, vous êtes cancérologue, radiothérapeute à l'hôpital Dalal Jamm. Et en parallèle aussi, je remercie le professeur Dieng qui a vraiment facilité cette invitation. Alors, Madame Diop, quels seront à vous aussi vos derniers mots? Je vais aller sur la même lancée que docteur. Le dépistage. Le dépistage, il faut que les femmes n'aient pas peur d'aller se faire dépister. Il faut qu'elles aillent vers les hôpitaux au cas où elles constateraient un quelconque changement dans leur corps. Parce que comme le dit souvent la présidente, toute femme a un miroir dans sa salle de bain ou dans sa chambre. Donc, il faut essayer de connaître son corps, comprendre les changements et aller très tôt vers les hôpitaux en cas d'alerte. Et la vaccination aussi pour les enfants, c'est très, très important. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de cette vaccination, mais on peut vous assurer que cette vaccination ne fait pas de mal. Ça protège au contraire. Ça protège. Donc, que les jeunes filles aillent se faire vacciner, que les parents amènent les enfants se faire vacciner, mais que les femmes aussi
apprennent à écouter leur corps, qu'elles n'aient pas peur d'aller se faire dépister et qu'elles le fassent très tôt. En tout cas, merci à vous Très deux bien. d'être venus, à vous aussi, Madame Diop. Je rappelle que vous êtes membre de l'ONG Action Femmes Enfants contre le cancer. Je remercie aussi Madame Joséphine qui a aussi facilité cette invitation. Franchement, vous faites un travail remarquable par rapport bien sûr aux personnes qui sont atteintes de cancer, quel que soit le cancer du sein ou bien de col de l'utérus. C'est un geste noble et bien sûr nous vous encourageons. Alors à vous deux aussi, je vous remercie. Vos derniers mots à vous aussi. Aujourd'hui, je remercie le docteur et Madame Diop d'avoir répondu aux questions de nos internautes qui tout le temps attendent des réponses et franchement, merci pour la qualité des réponses. C'était un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. J'y ai beaucoup appris et très bonne continuation pour la suite des événements pour Octobre Rose et félicitations pour le bon boulot que vous faites. Oui, merci à toi, Tening. Merci à nos chers internautes. J'espère que vous avez été bien servis et très bien sensibilisés. Surtout, allez vous faire dépister et be safe. Merci beaucoup. Alors, Alami. Oui, Tening, je vais abonder dans le même sens que nos invités. Donc, merci beaucoup pour la qualité des réponses, mais aussi toujours la sensibilisation. Le dépistage, c'est important. Donc, la prévention par rapport au cancer, je pense que c'est très déterminant. Le docteur l'a dit. Donc, je pense que toutes les femmes au Sénégal doivent véritablement aller vers les structures de santé, les associations pour pouvoir se dépister, faire de la vaccination pour les enfants, comme Madame Diop l'a dit, c'est important. Donc, continuer aussi la sensibilisation, c'est très noble. Donc, nous, en tant que professionnels des médias, c'est notre devoir aujourd'hui de sensibiliser, d'inviter ces personnes ressources par rapport à cette maladie très coûteuse qui tue au Sénégal. C'est important. Merci beaucoup. Merci Awa, merci Madame Diop et merci à professeur. Merci à vous tous. Et bien sûr, elle aussi, elle fait partie de ce groupe, c'est Coach Tasha. Elle aussi, elle vous accompagne chaque matin avec des exercices faciles à faire, des exercices matinaux. Alors, on vous laisse avec Coach Tasha. C'était Fit Tips. Merci de nous avoir regardés. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Fit Tips. Je suis Tasha et aujourd'hui nous sommes particulièrement honorés de célébrer l'Octobre Rose avec des invités inspirants. Un mois dédié à la sensibilisation et à la prévention du cancer féminin. Et en cette occasion, nous voulons mettre la femme à l'honneur, sa santé, sa résilience et sa force. Alors, préparez-vous car aujourd'hui, on va faire une séance de gym douce adaptée à tout le monde parce qu'on peut bouger en douceur tout en prenant soin de soi. Préparez votre bouteille d'eau et votre chaise, c'est parti. Alors tout d'abord, nous allons commencer par nous étirer comme nous avons l'habitude de le faire et de préparer bien notre corps à l'effort. Pour les étirements, vous pouvez vous asseoir. On tend les mains comme ça. On y va, on pousse bien en haut. On souffle. Dégonfler le ventre. On respire. C'est très bien. On reprend la même chose. Tendez les mains. On les tient ici. On pousse et on expire. Ah, c'est très bien. On reprend la même chose. Ici, on tire bien. Voilà, c'est bon. L'autre main aussi. C'est très bien, on continue. Voilà. Poitrine haute, les épaules en arrière, on pousse. Respirez. Voilà, on revient. On va refaire la même chose. On respire. Tirez bien. C'est bon. Tendez les pieds. Essayez de toucher vos pieds doucement. Soufflez. C'est bon. On revient. On va refaire la même chose. Encore. Voilà. C'est bon. Respirez bien. Maintenant, on va commencer nos exercices. Nous allons faire des cercles. Comme ça, on tend bien les mains. On va faire 10 cercles avec les mains. On tourne bien les mains.
Les épaules bougent aussi. On n'est pas là. Ici. On va faire 10 répétitions, 3 séries. Après, on va changer d'exercice. On continue, c'est très bien. Encore. Voilà. 3, 2, 1. Et c'est bon. On récupère bien et on va refaire la même chose. Soufflez 10 à 15 secondes. On reprend. Top. Ici. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle bien. On récupère bien aussi. On va faire une troisième et dernière série. On reprend. Top. Voilà, on continue, c'est très bien. On continue. Encore. C'est très bien, superbe. Voilà, c'est bon. On a fini nos 3 séries. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Vous mettez les mains là. On va faire des presses. On pousse en haut 10 répétitions. Ici, et on revient. On pousse et on revient. Encore. 3, 4, 5, 6. On descend bien les coudes. 7. C'est très bien. Là, on commence à bien sentir les épaules. Et la dernière, c'est bon. Récupérez 10 secondes. Relâchez un peu les épaules. Ça vous permet de bien renforcer vos épaules et d'améliorer votre posture. On reprend la même chose. Top. 1, 10 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Superbe. On récupère bien, relâchez les épaules. Voilà. On va refaire la troisième et dernière série des presses. On y va. 1, 2, 3. On pousse bien. 4. Encore. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Super. On récupère 10 secondes. On relâche bien les mains. On souffle aussi. On va passer à l'exercice suivant. On tend ici les mains. On reste sur cette position pendant 10 secondes. Et après, on peut récupérer. On reste ici, les mains bien tendues. Hein? Elles ne sont pas là. Elles sont ici. C'est très bien. On continue. Nice. 3, 2, 1. C'est bon. On récupère bien. On souffle. C'est très bien. Là, vous sentez bien le haut du corps. Et on va reprendre la même chose. Top. Deuxième série. 10 secondes de blocage ici. On ne bouge pas. Les mains sont bien tendues. La poitrine, elle est haute. C'est très bien. Encore, on continue. 3, 2, 1. C'est bon, on peut lâcher. On récupère bien et on va refaire la même chose. C'est la troisième et dernière série. On y va. Ici. C'est très bien. On tend bien les mains. On continue. 10 secondes. On ne lâche pas. Ça commence à chauffer, mais c'est pas grave. On continue quand même. Super. 3, 2, 1. C'est bon. On récupère bien. Maintenant, on va faire les jambes. On est sur cette position. L'angle des pieds à 90 degrés. Et on va pousser les talons en haut. On pousse bien. On reste bloqué ici 10 secondes. Non, on reste bloqué. Je reprends celle-là.
Ça va, ça va. Ouais. Et maintenant, on va faire les jambes. On reste ici sur cette position, les pieds, l'angle à 90 degrés et on soulève bien les talons. Restez bloqué pendant 2 secondes. 1, 2, on relâche. On va refaire la même chose ici. 1, 2, on relâche. C'est très bien, on continue. Troisième, 1, 2, nice. Encore, on continue sur ce rythme. C'est très bien. Encore, c'est presque fini. On continue. Voilà, on relâche. Soufflez bien. Soufflez. On relâche, c'est très bien. On continue. On bloque 2 secondes. Les talons sont bien en haut. Ici, 1, 2, on relâche. Soufflez bien. Maintenant, on récupère pendant 10 secondes et on va refaire la deuxième série. C'est bon? On peut reprendre. Ici, on pousse. Voilà, c'est très bien. Encore. Et quand vous descendez les talons, ne soyez pas brusques. Ça peut vous blesser au genou. On pousse un peu. Et on descend doucement. C'est très bien. Tout doucement. Chacun fait à son rythme. On prend bien notre temps et on descend. On pousse et on descend. Encore, continuez. Nice. Encore 2 répétitions. Ici, on descend. Ici, et on descend. On récupère bien. Pendant 10 secondes, on va refaire la même chose. Là, vous soulagez bien vos pieds. C'est bon. On va reprendre la même chose. On pousse et on descend. Nice. Encore. C'est très bien. Voilà, on continue. Super. Encore. Doucement. Pas brusquement. Doucement. On y va, c'est très bien. Encore. Nice. Ici, c'est très bien. Et top, c'est bon. Toujours sur la chaise, je vais vous montrer un exercice qui va vous permettre de bien travailler vos abdos. Ici, on avance un peu. On se penche derrière. Les pieds sont bien tendus et on lève. Je ne suis pas reposée sur la chaise. Je suis là et je bloque. Je serre bien les abdos. Restez sur cette position pendant minimum 15 secondes. On continue, c'est très bien. Nice, on continue. On bloque, on respire en même temps. On souffle bien et on expire. C'est très bien. Pause, récupérer. Maintenant, on va essayer de corser un peu en soulevant une jambe. Ici. Ici. Voilà. C'est très bien. Je suis penchée. Je suis gainée aussi au niveau des abdos. Et c'est bien. On continue. On reste sur cette position pendant 15 secondes minimum. Ne vous penchez pas, hein? Ne trichez pas. On continue ici. 3, 2 et c'est très bien. Pour la troisième série maintenant, on récupère bien. On va soulever les 2 jambes. Ici, les mains sont là et je suis là. Je ne suis pas reposée sur la chaise. On gaine bien le ventre. Très bien, continuez. On continue. On reste quand même si ça chauffe, on reste quand même. 3, 2, et top, c'est bon.
Là, on a bien transpiré. C'était tout pour cette séance. Maintenant, on va s'étirer. OK? Vous êtes là, les pieds tendus. La poitrine, elle est haute. Les épaules en arrière et je descends doucement. Je souffle très bien. On continue, c'est très bien. Restez sur cette position et touchez vos orteils. Essayez de même dépasser vos orteils si vous le voulez. Je rentre la tête. Je souffle, c'est très bien. Je me repositionne et je vais refaire la même chose. On y va. Ici, je dépasse mes orteils. Je rentre la tête. C'est très bien. Soufflez. Maintenant, on va étirer les mains et les épaules parce qu'on les a bien travaillées tout à l'heure. On tire bien sur ce côté. Les mains sont là. Je prends ça pour bien tirer le dos et les triceps. On refait la même chose. Très bien. Ici, on tire bien sur ce côté. Nice. Là, on soulage les épaules. Quelques circuits. Maintenant, le sens opposé. Voilà, c'est très bien. Ici. C'est bon. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette séance. Je vous donne rendez-vous à la prochaine dans Fit Tips sur Eric Favre TV.